Voici le moment qui a tout changé dans ma vie. Mon mari m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je suis tombé amoureux de ta sœur. Elle est bien meilleure que toi en tout. » Il a sorti 5 € de son portefeuille et les a jetés sur la table. « Pour recommencer ta vie loin de moi. » Et 48 heures plus tard, ma sœur m'appelait, désespérée. Parce que moi, bienvenue. Je m'appelle Véronique. Je suis architecte, j'ai 55 ans et ce que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire vraie, la mienne. Une histoire de trahison, de silence et de reconstruction. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant, laissez un like et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez. Ça me touche vraiment de savoir que vous êtes là. Et maintenant, installez-vous. Parce que cette histoire, elle commence bien avant ces 5 €. J'ai passé ma vie entière à construire. Pas seulement des bâtiments, des structures, des fondations, des espaces pensés pour résister au temps et au poids. C'est mon métier, c'est ma passion. Et pendant des années, j'ai cru, avec une conviction absolue, que j'avais aussi construit quelque chose de solide dans ma vie personnelle. Un appartement lumineux dans le 3e arrondissement de Paris. Une carrière que j'avais bâtie seule, pierre par pierre, et un mariage que je pensais ancré dans quelque chose de réel. Ce que je n'avais pas appris à temps, c'est qu'une fondation peut paraître intacte en surface et être complètement vermoulue à l'intérieur. Mon mari s'appelait Thierry. Nous nous étions mariés 7 ans plus tôt, dans une cérémonie intime. Juste la famille et quelques amis proches, parce que ni lui ni moi n'aimions les grands spectacles. Je me souviens de m'être tenue devant lui ce jour-là, un bouquet de pivoine blanche à la main, me disant « Cet homme, c'est celui avec qui je vieillirai. » Je le croyais vraiment. Je le croyais de tout mon cœur. Ce que l'amour fait parfois, c'est qu'il nous rend aveugles, non pas brutalement, mais doucement, progressivement, comme une lumière qui baisse si lentement qu'on ne remarque pas l'obscurité avant qu'elle soit complète. Le changement chez Thierry n'est pas arrivé d'un coup. Il n'arrive jamais d'un coup. Il est venu comme une infiltration dans un mur, invisible d'abord, imperceptible, jusqu'au jour où vous posez la main dessus et où le plâtre cède sous vos doigts. Au début, c'était de petites remarques. Rien que je pouvais montrer du doigt et nommer comme de la cruauté. C'était plus subtil que ça, plus glissant. Un soir, je rentrais du travail le cœur léger parce que j'avais signé un contrat important, la rénovation d'un immeuble classé dans le 6e arrondissement, un projet que je poursuivais depuis des mois. Je lui racontais dans la cuisine, pendant qu'il feuilletait son journal. Il leva les yeux, esquissa un demi-sourire et dit « Bien, au moins dans quelque chose tu t'en sors. » Puis il retourna à son journal. Je restais là, ma tasse de café à la main, à essayer de décider si ça s'était vraiment passé comme ça. Je décidais que non, qu'il était fatigué, que c'était une mauvaise journée, que j'avais mal interprété le ton. Je passais des mois à prendre cette décision. Avec le temps, les remarques devinrent plus lourdes, plus fréquentes, mieux ajustées, comme si quelqu'un les calibrait pour trouver exactement l'endroit qui ferait le plus mal. Il critiquait mes vêtements. Pour une femme de ton âge, tu devrais faire plus attention à ta tenue. Il critiquait ma voix. Tu parles trop fort, Véronique. C'est embarrassant. Il critiquait ma mémoire, mon organisation, ma façon de recevoir des invités à la maison, ma façon de me comporter en public, ma façon de rire, ma façon de me taire. Mais le pire, ce que je porte encore avec un poids différent des autres, c'était les dîners de famille. La famille de Thierry se réunissait chaque mois chez sa mère, à Vincennes. Une maison pleine de lumière et de lavande que j'avais adorée dès la première fois que j'y étais entrée. Mais avec le temps, cette maison était devenue une scène. Et moi, j'étais devenu le personnage dont on se moque. Lors d'une de ces soirées, il faisait froid, l'humidité de Paris s'infiltrait sous les manteaux, ce genre de soirée où l'on est content d'être à l'intérieur. La conversation à table porta sur mon travail. Quelqu'un me posa une question sur un projet en cours. Avant que j'aie pu ouvrir la bouche, Thierry répondit à ma place. « Ah, le projet de Véronique. Ça a bien failli virer au désastre, pas vrai, chérie ? Si je n'étais pas intervenu par téléphone au bon moment, tu aurais perdu le client. » Il dit ça en souriant, avec ce ton léger de quelqu'un qui se croit simplement honnête. Tout le monde me regarda. Je souris. Je bus une gorgée de vin.
Ce projet avait été mené de bout en bout par moi seul. Il n'avait passé aucun coup de téléphone, pas un seul. Mais je ne dis rien, parce qu'à ce moment-là, comme à tant d'autres moments, je me disais encore que c'était une phase, qu'il traversait quelque chose, que l'homme que j'avais aimé était toujours là quelque part, qu'il avait juste besoin de temps pour revenir. Alors je restais à cette table, entourée de sa famille, à sourire à un homme qui me démontait pièce par pièce, et je le laissais faire. Il disait que je dépendais de lui pour tout, que sans lui, je serais perdu. Que si ce n'était pas pour lui, je vivrais probablement dans un petit studio miteux près de la gare du Nord. Les gens autour de la table riaient, mal à l'aise parfois, mais ils riaient. Sa mère détournait les yeux et resservait du vin à tout le monde. Et moi, je continuais à sourire parce que je ne savais plus quoi faire d'autre. Mais il y avait quelque chose que j'avais commencé à remarquer, quelque chose que j'essayais d'ignorer, mais qui revenait sans cesse, comme une note dissonante dans une pièce qu'on croyait connaître par cœur. Quand ma sœur Lucie arrivait à ses dîners, Thierry se transformait. Lucie a 34 ans. Elle est professeure de littérature dans un lycée à Montreuil. Elle arrivait toujours en souriant, les cheveux lâchés, avec ce parfum floral qu'elle portait depuis l'adolescence. Et Thierry, qui venait de passer la soirée à me diminuer devant tout le monde, se levait pour l'accueillir, avec une étreinte longue, trop longue, avec des mots que j'avais oublié qu'il savait dire. « Lucie, que c'est bon de te voir. Tu es magnifique ce soir. » Il lui servait son verre avant tout le monde. Il riait de ses plaisanteries avec un rire sincère, pas ce rire froid qu'il me réservait. Il l'écoutait parler avec cette attention concentrée qui avait été mienne, autrefois. Je regardais tout ça et je me disais, il est juste poli. C'est la sœur de sa femme. C'est normal d'être gentil avec elle. Après tout, c'était ma sœur. Il y avait ce soir-là, un jeudi ordinaire, ou du moins, c'est ce qu'il aurait dû être. Paris portait ce froid humide qui s'installe entre les immeubles et ne repart plus, ce gris épais qui fait paraître la ville plus petite qu'elle n'est. Je rentrais fatiguée, mais je décidais quand même de cuisiner. Parce que la semaine précédente, Thierry avait insinué que je ne faisais plus d'efforts pour la maison. Alors je fis des efforts. Je préparai un coq au vin, j'ouvris un Bordeaux qu'il aimait, je mis la table avec soin, la vraie nappe blanche, les verres en cristal, les bougies que je gardais pour les occasions. Il rentra sans dire bonsoir, s'assit, regarda l'assiette, commença à manger en silence. Nous étions au milieu du dîner quand je voulus me resservir un peu de jus d'orange. J'avais mélangé les boissons ce soir-là, du vin pour lui, du jus pour moi. La carafe glissa entre mes doigts. Le jus se répandit sur la nappe blanche, déborda sur le bord de l'assiette de Thierry, éclaboussa la manche de sa chemise. Ce fut une seconde, un accident stupide. Thierry se leva avec une violence qui fit basculer sa chaise en arrière. Le bruit du bois contre le carrelage résonna dans tout l'appartement. Incroyable. Sa voix tremblait de rage contenue. Absolument incroyable. Tu n'es pas capable de faire quelque chose de simple sans en faire une catastrophe. C'était un accident, Thierry, C'est toujours un accident avec toi, toujours maladroite, toujours distraite, toujours Véronique, qui ne fait rien comme il faut. Regarde ma chemise. Regarde l'état de cette table. Il attrapa la serviette et la jeta par terre. Tu sais ce qui est le plus frustrant? C'est que je rentre ici après une longue journée, et toi tu n'es même pas capable de servir un dîner sans tout gâcher. À 55 ans, Véronique. À 55 ans, tu n'as toujours pas appris à te tenir à table. Je ne dis rien. Ma gorge s'était fermée. Il attrapa sa veste sur le dossier de la chaise. Je sors. Je ne supporte pas de rester ici ce soir. La porte claqua. L'appartement retomba dans le silence. Juste le bruit du vent contre les fenêtres. Et le coq au vin qui mijotait encore doucement sur le feu que j'avais oublié d'éteindre. Je restais assise quelques minutes, les mains posées à plat sur la table, à regarder la nappe maculée d'orange. La bougie continuait à brûler entre les deux assiettes, comme si de rien n'était. C'est alors que je le vis. Son téléphone, posé sur le coin de la table, là où il l'avait laissé quand il s'était levé d'un bond. Il était parti tellement vite, tellement en colère, qu'il ne l'avait pas pris. En 7 ans de mariage, je n'avais jamais touché au téléphone de Thierry. Jamais. Je n'en avais jamais ressenti le besoin, jamais eu de raison. C'était une question de confiance, ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais cette nuit-là, quelque chose en moi,
Un instinct que j'avais ignoré pendant des mois. Une voix que j'avais étouffée à force de vouloir croire en une phase me fit tendre la main vers cet appareil. L'écran s'alluma sans demander de code. Il avait supprimé le verrouillage quelques semaines plus tôt en disant que c'était plus pratique. Je n'y avais pas prêté attention sur le moment. La dernière conversation ouverte était tout en haut, enregistrée sous un simple initial. Elle. J'ouvris. Les messages étaient longs. Ils étaient intimes. Ils appartenaient à un homme dont je reconnaissais l'écriture, mais que je ne reconnaissais plus tout à fait. Tu me manques tellement. Je n'arrête pas de penser à nous. Et la réponse, avec cette façon d'écrire que je connaissais depuis l'enfance, cette façon d'allonger les mots, de mettre des points de suspension partout. De cette fille que j'avais appris à faire du vélo dans le jardin de notre mère à Lyon. Moi aussi. C'est quand que tu vas enfin te débarrasser de la chieuse de ma sœur pour être avec moi pour de vrai? J'en peux plus d'attendre. On mérite d'être heureux ensemble, non? La chieuse de ma sœur. Je lus 3 fois, 4 fois, 5 fois. Lucie, ma sœur Lucie. Je posais le téléphone sur la table, me levais lentement, allais jusqu'à la fenêtre, regardais la rue en bas. Une femme promenait un petit chien sous la pluie fine, sans se presser, sans savoir qu'à 4 étages au-dessus d'elle, quelque chose venait de se briser définitivement. Je ne pleurais pas tout de suite. Le cerveau a ce mécanisme de protection. Quand la douleur est trop grande, il prend quelques secondes avant de la laisser entrer vraiment. Comme quand on se cogne fort et que la brûlure ne vient qu'après. Je restais à la fenêtre, les bras croisés sur la poitrine, à regarder la pluie tomber sur les toits de Paris. Je pensais à toutes ces soirées en famille où je l'avais regardé lui sourire. À tous ces dîners où il m'avait humilié devant tout le monde pendant qu'il la regardait avec des yeux doux. À tous ces matins où je m'étais dit que c'était une phase, que ça allait passer, que l'homme que j'aimais allait revenir. Il n'était jamais parti nulle part. Il était juste là, en train de construire quelque chose avec ma propre sœur, pendant que je souriais bêtement à table. 15 minutes plus tard, j'entendis la clé dans la serrure. Thierry entra sans me regarder, alla droit vers la table pour reprendre son téléphone. Quand il le saisit, il leva les yeux et vit que j'étais debout au milieu du salon, immobile, qui le regardait. Quelque chose dans mon visage le fit s'arrêter. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ma voix sortit plus calme que je ne l'aurais cru possible. Posée. Presque froide. J'ai vu les messages, les tiens et les siens. Le silence dura peut-être 3 secondes. Mais il me parut beaucoup plus long que ça. Thierry ne blêmit pas, ne demanda pas pardon, n'essaya pas de nier. Il expira lentement par les lèvres, comme quelqu'un qui peut enfin poser un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Et dans ce souffle, je compris quelque chose que je n'avais pas voulu voir. Il était soulagé. Il était soulagé que je sache. Alors, tu sais, ce ne fut pas une question. Comment tu as pu, dis-je, ma propre sœur, Thierry. Il croisa les bras, me regarda avec une expression que je ne lui connaissais pas. Pas de la culpabilité, pas de la honte, quelque chose qui ressemblait presque à du détachement, comme si cette conversation était une formalité dont il souhaitait se débarrasser le plus vite possible. « Véronique, je suis tombé amoureux de Lucie, ce n'était pas prévu, mais c'est réel. » J'ouvris la bouche, la refermai. « Elle est bien meilleure que toi en tout. » Il continua, et chaque mot sortait avec une précision clinique, comme s'il avait répété ça en silence depuis longtemps. « Elle est légère, joyeuse, facile à vivre. Avec toi, c'est toujours lourd, toujours compliqué, toujours quelque chose qui ne va pas. Je ne dis rien. Elle va venir vivre ici, et toi, tu as 2 jours pour partir. » Il alla jusqu'à son portefeuille, en sortit un billet plié, le jeta sur la table, sur la nappe encore tachée de jus d'orange. 5 €, pour recommencer ta vie loin de moi. Je regardais ce billet de 5 € un long moment. Il était posé là, sur la nappe tachée, entre les 2 assiettes du dîner que j'avais préparé avec soin, à côté des bougies qui brûlaient encore. 5 €, 7 ans de mariage, 7 ans d'amour silencieux, de loyauté absolue, d'humiliation avalée sourire aux lèvres lors de dîners en famille. 7 ans à croire en une phase qui n'en était pas une,
Et au bout de tout ça, 5 € jetés sur une nappe tachée de jus d'orange, comme on jette une pièce à quelqu'un qu'on croise dans le métro. Je ne dis pas un mot. Je me levai, allai jusqu'à la chambre, ouvris l'armoire, cette grande armoire en chêne clair que nous avions choisie ensemble dans une boutique d'antiquités du Marais, un samedi après-midi de notre première année de mariage, quand il me prenait encore la main dans la rue. Je sortis la grande valise, celle en cuir marron que nous avions achetée ensemble à Florence lors de notre 2e anniversaire, dans cette petite boutique près du Ponte Vecchio où le vendeur nous avait offert un verre de Chianti. Je commençai à plier mes vêtements avec soin, lentement, non méthodiquement, comme je le fais toujours avant un long voyage. Pas par habitude, par besoin de contrôle. Parce que quand tout s'effondre autour de vous, plier un chemisier correctement est une façon de se rappeler qu'on est encore debout. Thierry restait dans le salon. Je l'entendais marcher, ouvrir le réfrigérateur, faire couler de l'eau. Il n'entra pas dans la chambre. Il ne dit plus rien. 20 minutes plus tard, je sortis avec ma valise. Je passai devant lui sans le regarder. Pris mon manteau sur le porte-manteau près de la porte. Pris mon sac. Mes clés à moi, au nom desquelles était enregistré ce bien que nous appelions notre appartement. Je fermai la porte derrière moi avec une douceur absolue. Pas de cris, pas de larmes, pas un seul mot de plus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et laissez un like. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Merci. Dans l'escalier, je m'arrêtai un instant au palier du 2e étage. J'appuyais mon front contre le mur frais. Fermais les yeux. Respirais. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas pour pleurer, pour me recentrer. Parce que ce que Thierry ne savait pas, ce que Lucie ne savait pas, c'est que pendant que je pliais mes vêtements dans cette chambre, pendant que je fermais cette porte avec douceur, mon cerveau n'était pas en train de s'effondrer. Il était en train de travailler. Je suis architecte. Je passe ma vie à concevoir des structures qui paraissent simples en surface et qui, à l'intérieur, reposent sur une ingénierie que peu de gens savent lire. J'avais passé 7 ans à construire quelque chose que ni Thierry ni Lucie n'avaient remarqué. Quelque chose de solide, quelque chose de réel. Et il était temps de le révéler. Non pas avec des cris, non pas avec une scène, mais avec la précision froide et méthodique d'une professionnelle qui sait exactement ce qu'elle fait. Je pris un taxi jusqu'à l'hôtel du Petit Moulin, dans le Marais. Un hôtel petit, discret, à 12 minutes à pied de l'appartement. Je connaissais l'endroit depuis des années. J'avais parfois emmené des clients y déjeuner. Je payais avec ma carte, la mienne, celle qui n'avait rien à voir avec nos comptes communs. Je montai dans la chambre, posai la valise au pied du lit sans l'ouvrir, m'assis sur le bord du matelas et ouvris mon ordinateur. Pas pour pleurer, pour commencer. La première chose que j'allais faire, c'était d'appeler maître Sophie Renard dès le lendemain matin. Sophie était avocate spécialisée en droit de la famille et en droit immobilier. Nous nous connaissions depuis des années. J'avais travaillé avec elle sur plusieurs projets corporatifs. Je lui envoyai un message cette nuit-là même. « Sophie, j'ai besoin de te parler demain matin. C'est urgent et c'est personnel. » Sa réponse arriva en moins de 2 minutes. « Compte sur moi, 8h30, au cabinet. » Mais avant de fermer l'ordinateur, je fis une autre chose. Je rouvris la galerie de mon téléphone et regardai les photos que j'avais prises discrètement avant de partir. Les captures d'écran des messages entre Thierry et Lucie. Je les envoyais à mon adresse mail personnelle, celle que lui n'avait jamais eu accès, celle que j'utilisais exclusivement pour mes affaires professionnelles. Je les sauvegardais sur le cloud, puis je les imprimais mentalement, comme on imprime quelque chose qu'on ne veut jamais oublier. Ensuite, je m'allongeai sur le lit, tout habillé, les mains croisées sur le ventre, et je regardais le plafond blanc et lisse de cette chambre d'hôtel. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être depuis des années, je me sentis entière, pas heureuse, pas encore, mais entière. Parce que ce que Thierry avait fait ce soir-là, en me jetant ses 5 € sur la table, c'était de commettre l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Il avait agi par impulsion, aveuglé par Lucie, aveuglé par le soulagement d'en avoir enfin terminé avec les apparences. Il n'avait pas réfléchi, il n'avait pas vérifié, il n'avait pas regardé. Et moi, pendant 7 ans, j'avais regardé, j'avais planifié, j'avais construit.
La première chose qu'il allait découvrir, la toute première pièce du puzzle que je m'apprêtais à lui révéler, concernait l'appartement dont il m'avait expulsé ce soir avec la désinvolture de quelqu'un qui se croit chez lui. Cet appartement n'était pas le sien. Il ne l'avait jamais été. Quand je l'avais acheté, Thierry remboursait encore les dettes d'une ancienne société qui avait fait faillite avant notre rencontre. Son dossier bancaire ne lui permettait pas d'emprunter. C'est moi qui avais fait le financement seul. J'avais apporté l'apport initial avec mes économies personnelles, contracté le prêt à mon nom, signé chaque document en mon nom propre. L'appartement était enregistré intégralement à mon nom, sans aucune cotitularité, sans aucune quote-part à son nom. Il le savait au début. Mais la mémoire humaine a cette faculté troublante de s'adapter à ce qu'on préfère croire. Et avec les années, Thierry avait commencé à parler de notre appartement, de notre propriété, comme si le temps vécu ensemble avait effacé ce qui était inscrit dans les documents notariés. Rien n'avait été effacé. Il venait de me mettre à la porte de chez moi, et il ne s'en était pas encore rendu compte. Je souris dans le noir. Pas un sourire de vengeance. Un sourire de quelqu'un qui vient de poser la première pièce d'un édifice soigneusement pensé, et qui sait exactement combien de pièces il reste à poser. Le lendemain matin, à 8h30 précise, j'étais assise en face de Sophie Renard dans son cabinet du 8e arrondissement. Une pièce sobre, lumineuse, avec des étagères entières de dossiers bien rangés et une vue sur une cour intérieure plantée d'un magnolia. Sophie avait la cinquantaine élégante, les cheveux courts, un regard direct qui ne perdait pas de temps. C'était exactement le type de femme dont j'avais besoin ce matin-là. Je lui racontais tout. Depuis le début, les mois de remarques acides, les humiliations en famille, la façon dont il traitait Lucie différemment, la nuit du jus d'orange, le téléphone oublié sur la table, les messages, la confrontation, les 5 € jetés sur la nappe. Je parlais sans m'arrêter, avec la même précision que j'aurais mise à présenter les plans d'un chantier complexe. Quand j'eus terminé, je posai mon téléphone sur le bureau et lui montrai les captures d'écran des messages. Sophie les lut, prit une note, leva les yeux. « Véronique, tu as exactement ce qu'il te faut. La maison est à toi. Ça, c'est la base. Mais il y a autre chose dont on doit parler. » Elle ouvrit un tiroir, en sortit un dossier fin. « Le contrat de mariage que vous avez signé avant le mariage. Tu te souviens de la clause 7 ?» Je me souvenais très bien. Thierry avait signé ce contrat 2 mois avant notre mariage, dans ce même cabinet. Il avait considéré toute la paperasse comme une formalité inutile. Il m'avait dit textuellement qu'il faisait confiance et qu'il n'avait pas besoin de lire chaque ligne. Il avait signé vite, presque avec impatience, comme quelqu'un qui veut en finir avec une réunion ennuyeuse pour passer à autre chose. Ce qu'il n'avait pas lu, ce qu'il n'avait jamais pris le temps de lire, c'était la clause 7, paragraphe 3. En cas d'infidélité conjugale prouvée, le conjoint infidèle renonce à tout droit sur les biens acquis, majoritairement par l'autre conjoint, pendant la durée du mariage. Sophie posa le document ouvert devant moi. Avec les messages que tu m'as montrés, et en ajoutant au dossier les témoignages que tu pourrais recueillir sur son comportement public des derniers mois, on peut construire un cas solide. L'infidélité est prouvable. La clause est valide. Et la maison, intégralement à ton nom, achetée avec tes fonds propres, avant toute période d'acquisition commune, ne fait même pas débat. Elle se pencha légèrement en avant. Est-ce que tu veux aller vite ou est-ce que tu veux aller bien? Je n'eus pas besoin de réfléchir. Je veux aller bien. De retour à l'hôtel, en fin de matinée, je commandai un café et rouvris mon ordinateur. Il y avait une deuxième pièce à poser, et celle-là concernait l'argent. Thierry et moi avions un compte joint au Crédit Agricole, ouvert au début de notre mariage pour les dépenses communes, loyer des charges, voyages, restaurants, courses. Thierry utilisait ce compte avec une liberté totale, sans jamais vraiment regarder les relevés. Il tapait son code de carte avec la désinvolture de quelqu'un qui ne doute pas que le puits soit toujours plein. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais cherché à savoir, c'est que lors de l'ouverture de ce compte, j'avais négocié personnellement avec le directeur d'agence une condition contractuelle spécifique. Toute opération dépassant un certain plafond nécessitait une double autorisation, dont la mienne en tant que titulaire principal. C'était une précaution que j'avais prise à l'époque sans raison particulière. Par habitude professionnelle, peut-être,
Parce que dans mon métier, on apprend très tôt que les structures solides ont toujours des verrous. Ce matin-là, j'appelais le directeur de l'agence. Il me connaissait par mon prénom. J'étais cliente depuis plus de 20 ans. En moins d'une heure, les plafonds des cartes rattachées au compte commun furent ajustés. Légalement. Dans le strict respect du contrat bancaire que j'avais signé des années auparavant. Thierry se réveillerait le lendemain avec une carte qui fonctionnait encore, mais dont les limites ne lui permettraient pas de maintenir une seule semaine du train de vie qu'il croyait être le sien. Mais ce n'était pas encore la pièce la plus lourde. La pièce la plus lourde, je l'avais gardée pour le moment exact où il en aurait le plus besoin, c'est-à-dire le moment où il comprendrait enfin dans quelle situation il s'était mis. Il y avait quelques années, sans rien dire à Thierry, j'avais ouvert un compte d'investissement séparé, à mon nom exclusivement, rattaché à mon identifiant fiscal individuel. Chaque mois, je virais une somme calculée avec soin, assez discrète pour ne pas attirer l'attention sur les relevés communs, assez régulière pour produire des intérêts composés sur la durée. Fonds en euros sécurisés. Quelques ETF européens soigneusement sélectionnés. Des obligations d'État françaises. Une discipline silencieuse, méthodique, invisible. Thierry pensait que j'étais une architecte d'un cabinet de taille moyenne. Il ne m'avait jamais demandé combien je gagnais vraiment. Il ne m'avait jamais demandé ce que je faisais de mes revenus. Il ne m'avait jamais posé la bonne question. Le solde de ce compte, ce matin-là, 5 300 000 €. Ce n'était ni un héritage, ni de la chance. C'était le résultat de décennies de travail, de grands projets signés en silence, de primes réinvesties, de choix financiers faits avec la même rigueur que je mettais dans mes plans d'architecte. Thierry avait célébré avec moi certains de ces contrats sans jamais vraiment demander ce qu'ils rapportaient, parce qu'il supposait, parce qu'il préférait supposer. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, j'écrivis une lettre à la main, du papier crème, un stylo noir, la même combinaison que j'utilisais pour les cartes d'anniversaire. Thierry, tu m'as jeté 5 € pour que je recommence ma vie. Alors, laisse-moi te parler de la vie que nous avions. Je décrivais avec une précision froide et sans colère l'appartement entièrement à mon nom, le contrat qu'il avait signé sans lire, les détails du compte commun et ses verrous contractuels, et enfin, la dernière ligne, celle que je savais qu'il lirait 3 fois, 4 fois, incrédule, le compte d'investissement et son solde actuel. À la fin de la lettre, je glissai le billet de 5 € qu'il avait jeté sur la table. « Garde-le, tu en auras plus besoin que moi. » Je pliai la lettre, la mis dans une enveloppe, écrivis l'adresse de mon propre appartement où il se trouvait encore, probablement déjà en train d'imaginer une nouvelle vie avec Lucie, sans se douter de ce qui l'attendait. Je laissai l'enveloppe à la réception pour envoi le lendemain matin. Puis je commandai un autre café, ouvris mes dossiers professionnels et travaillai jusqu'à minuit, parce que la vie continuait, parce que mes clients n'avaient pas à payer pour ma douleur, et parce que travailler était, ce soir-là, comme tant d'autres soirs, la meilleure façon que je connaissais de rester debout. Le 3e jour, je me réveillai tôt. Paris était couverte. Ce ciel bas et blanc du début de l'hiver qui s'installe sur les toits comme une couverture tirée trop serrée. Je restai quelques minutes allongée à regarder la fenêtre sans l'ouvrir, à écouter le bruit de la rue en bas, les livraisons du matin, un klaxon lointain, le moteur d'un bus qui démarrait. La ville continuait. Elle continuait toujours. Je me levai, pris une douche longue, me préparai avec soin, pas pour quelqu'un, juste pour moi. Parce que prendre soin de soi quand tout s'effondre est un acte de résistance que j'avais mis trop longtemps à comprendre. Il y avait quelque chose que je devais faire ce matin-là. Quelque chose qui était, en même temps, la chose la plus difficile de tout ce que j'avais entrepris depuis 2 jours, et la plus nécessaire. Je devais me séparer de ma sœur, pas avec une dispute, pas avec une scène, pas avec le genre d'explosion qu'elle attendait peut-être de moi, parce que Lucie me connaissait, et elle savait que je pouvais être directe, que j'avais du caractère, que je ne laissais rien passer sans le nommer. Elle s'attendait probablement à un coup de téléphone violent, à des messages enflammés, à une confrontation publique lors d'un prochain dîner de famille. Elle ne s'attendait pas à une boîte. Je sortis de l'hôtel et marchai jusqu'à une papeterie que je connaissais depuis des années,
rue des Archives, une de ces petites boutiques qui sentent le papier et la cire, avec des boîtes cadeaux empilées près de la vitrine et des carnets alignés par couleur. J'y achetais mes agendas depuis longtemps. La propriétaire me reconnut et me sourit. Je lui rendis son sourire. Je choisis une boîte en bois clair, avec un couvercle qui coulissait doucement. Je demandai du papier de soie blanc pour la garnir. Je payai et sortis. De retour à l'hôtel, je posai la boîte sur le bureau de la chambre et l'ouvris. Pris le temps de disposer le papier de soie avec soin, en repliant les bords proprement, comme on fait pour quelque chose qu'on offre avec attention. Puis j'ouvris mon téléphone et allai dans mes photos. Je cherchais une image précise. Je la connaissais par cœur, je l'avais regardée des dizaines de fois au fil des années, chaque fois avec ce sentiment chaud et simple qu'on éprouve devant quelque chose de vrai. C'était une photo de Noël, prise chez notre mère à Lyon. Toute la famille était réunie autour de la grande table. Notre mère, notre grand-mère, des cousins, des oncles. La photo avait été prise par un cousin qui n'avait pas le sens du cadrage. Elle était légèrement de travers, tout le monde était un peu flou sur les bords. Mais au centre de l'image, Lucie et moi étions l'une contre l'autre, un bras autour des épaules de l'autre, en train de rire. Un rire vrai. Un de ces rires qu'on ne contrôle pas, qui sortent du ventre et qui plissent les yeux. Je ne me souvenais même plus de ce qui nous avait fait rire ce soir-là. Mais je me souvenais de ce que j'avais ressenti en regardant cette photo les premières fois. De la gratitude. D'avoir une sœur. D'avoir quelqu'un qui me connaissait depuis toujours, qui avait grandi dans la même maison que moi, qui partageait les mêmes souvenirs d'enfance, les mêmes Noëls, les mêmes étés à Lyon. Je fis imprimer la photo à la boutique photo du coin, format 15x20, papier mat. Je la plaçai au fond de la boîte, sur le papier de soie blanc. Puis je pris une carte simple, blanche, sans motif, et j'écrivis à la main, avec le même stylo noir que j'avais utilisé pour la lettre à Thierry. Lucie, j'aurais imaginé ça de n'importe qui. Pas de toi. Prends soin de toi. 2 phrases. Pas une de plus. Je fermai la boîte. La ficelai avec un ruban blanc. L'adressai à l'appartement de Lucie, à Montreuil. Mais il y avait quelque chose que Lucie allait découvrir dans les jours suivants, sans que j'aie besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Une réalité qui se manifesterait d'elle-même, silencieusement, avec la logique implacable des choses qu'on finit toujours par trouver quand on cherche pourquoi l'argent ne rentre plus. Depuis 5 ans, je l'aidais financièrement, discrètement, sans en faire un service qu'il aurait fallu rembourser ou un sacrifice qu'il aurait fallu reconnaître. Parce qu'elle était ma sœur, parce qu'elle avait traversé une période difficile après une rupture compliquée qui l'avait laissée avec des dettes et sans filet. Et parce que je pouvais le faire. Je payais la moitié de son loyer dans cet appartement de Montreuil qu'elle louait seule depuis sa séparation. Je réglais la mensualité de sa formation de master en didactique qu'elle avait commencé l'année précédente et qu'elle n'aurait pas pu financer seule avec son salaire de professeur. Et il y avait un virement automatique mensuel, 300 €, que j'avais configuré en silence il y a des années. Et que Lucie avait simplement intégré à son budget comme si ça avait toujours existé, comme si c'était une évidence, comme si l'argent arrivait naturellement. Ce matin-là, avant d'envoyer la boîte, j'appelais ma banque. Je résiliais les 3 virements, silencieusement, sans prévenir Lucie, sans lui envoyer un message d'explication, parce que je n'avais rien à expliquer, parce que j'avais le droit de décider de ce que je faisais de mon argent, et parce que l'absence parlerait d'elle-même, avec une clarté que les mots n'auraient pas pu égaler. Dans les jours qui suivraient, Lucie recevrait la boîte, ouvrirait le couvercle, verrait la photo, lirait les 2 phrases sur la carte, et quelques jours plus tard, elle chercherait pourquoi son loyer n'avait pas été réglé, pourquoi la mensualité de sa formation n'était pas passée, pourquoi les 300 € mensuels n'étaient plus là. Elle comprendrait. Ce soir-là, en rentrant à l'hôtel, je reçus un message de Sophie. La procédure est lancée. J'ai également quelque chose à te dire sur Thierry que tu ne sais peut-être pas encore, mais on en parle demain. Repose-toi ce soir. Je posai le téléphone. Commandai une soupe et du pain au room service. Mangeai lentement, assise au bureau, en regardant les lumières de Paris par la fenêtre.
Il y avait une quatrième pièce que Thierry allait découvrir très bientôt, pas par moi, mais par lui-même, en essayant de maintenir avec Lucie le même niveau de vie qu'il avait cru être le nôtre. Parce que ce qu'il n'avait jamais compris, pendant toutes ces années où il me traitait de dépendante, d'incapable, de quelqu'un qui serait perdu sans lui, c'est que c'était lui qui vivait dans ma structure. Mes revenus qui financèrent les voyages, mon épargne qui absorbait les dépenses imprévues, ma planification financière silencieuse qui permettait à ce train de vie de tenir. Sans moi, ce train de vie n'existait plus. Il allait le découvrir tout seul. Et ça, c'était bien mieux que si je le lui avais dit. Le 4e jour, Sophie m'appela en début de matinée. Sa voix avait ce ton précis et direct que j'aimais chez elle. Pas de détour inutile, pas de ménagement excessif. Elle me disait les choses comme elles étaient, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. « Véronique, j'ai reçu des informations complémentaires sur la situation financière de Thierry. Je pense que tu dois savoir. » Elle marqua une courte pause. Il a essayé d'utiliser la carte commune hier soir. Il a voulu réserver un restaurant, un endroit assez haut de gamme, rue du Faubourg Saint-Honoré. La transaction a été refusée au-delà du plafond. Il a ensuite essayé dans 2 autres établissements. Même résultat. Je ne dis rien. J'écoutais. Ce matin, il a appelé l'agence bancaire. On lui a expliqué que les conditions du compte n'avaient pas changé, que les plafonds étaient ceux prévus par le contrat initial. Il a demandé à parler au directeur. Le directeur lui a confirmé la même chose, poliment, sans entrer dans les détails. Sophie laissa passer un silence. Il a raccroché sans répondre. Je regardais par la fenêtre de ma chambre d'hôtel. Sur le toit de l'immeuble d'en face, un pigeon marchait en cercle lent, indifférent à tout. « Et la lettre ?» demandai-je. Elle a été distribuée ce matin, à 9h17, selon l'accusé de réception. Je remerciai Sophie. Nous convînmes de nous retrouver en fin de semaine pour avancer sur la procédure de divorce. Je raccrochais et restais un moment avec le téléphone dans la main, à penser à Thierry en train de lire cette lettre, à penser à ses yeux parcourant les lignes sur le papier crème, à penser à l'instant précis où il arriverait au chiffre 5 300 000 € et où il comprendrait enfin dans quelle réalité il avait vécu sans le savoir. Ce que Thierry était en train de découvrir, ce 4e jour, c'était quelque chose que 7 ans de mariage n'avaient pas réussi à lui enseigner, parce qu'il n'avait jamais regardé assez attentivement pour apprendre. Il avait cru vivre une vie commune, une vie construite à 2, à parts égales, dans un appartement qui était le nôtre, avec un train de vie qui était le nôtre, dans une réalité financière qui était la nôtre. Mais une vie commune, ça se construit à 2. Et pendant 7 ans, c'est moi qui avais construit. Lui avait occupé l'espace. Les voyages que nous faisions, Rome, Lisbonne, Barcelone, ce long séjour en Toscane pour notre 5e anniversaire, étaient financés en grande partie par mes revenus et mon épargne. Thierry participait, bien sûr, avec son salaire de cadre commercial. Mais c'est ma planification silencieuse, mes virements réguliers vers un compte d'épargne voyage que j'alimentais seul, qui permettait à ces escapades d'exister sans jamais créer de tension budgétaire. Les dîners dans de bons restaurants, dont celui qu'il avait tenté de réserver rue du Faubourg Saint-Honoré, étaient souvent réglés avec la carte commune que je renflouais discrètement quand le solde baissait. Thierry voyait le solde remonter. Il ne demandait pas pourquoi. Il supposait que c'était le compte qui se rechargeait, l'abonnement à la salle de sport haut de gamme qu'il fréquentait 3 fois par semaine, l'assurance complémentaire santé premium qu'il aimait avoir, la voiture en leasing qu'il conduisait sans se soucier des mensualités. Tout cela était prélevé sur des comptes dont je gérais l'équilibre avec la même rigueur que je mettais dans mes bilans de chantier. Sans ma structure invisible, ce train de vie ne tenait pas. Et maintenant qu'il tentait de le maintenir seul, avec Lucie, dans mon appartement, avec une carte dont les plafonds ne correspondaient plus à ce qu'il croyait pouvoir dépenser, la réalité commençait à se manifester avec une brutalité tout arithmétique. Ce soir-là, je reçus un message de lui, le premier depuis 2 jours, écrit à la hâte, sans ponctuation, avec la fébrilité de quelqu'un qui vient de réaliser que le sol sous ses pieds n'est pas aussi solide qu'il le croyait. « Véronique, c'est quoi cette lettre ?
L'appartement est à ton nom depuis le début, pourquoi tu m'as jamais dit la carte ne fonctionne plus correctement? Et ce compte de 5 millions, c'est quoi exactement, tu peux m'appeler? Je lus le message. 1 fois, 2 fois. Je ne répondis pas. Pas parce que je voulais le faire souffrir. Pas par vengeance. Mais parce que je n'avais rien à lui expliquer. Chaque chose qu'il découvrait maintenant était une chose qui avait toujours existé. Une réalité qu'il n'avait jamais cherché à connaître, parce qu'il n'avait jamais jugé utile de s'intéresser vraiment à qui j'étais et à ce que je construisais. Il avait passé des années à me dire que je dépendais de lui, que sans lui je serais perdue, que j'étais incapable, maladroite, sans ressources. Pendant ces mêmes années, c'est lui qui vivait dans ma structure, dans ma maison, avec mon argent, sur mes fondations. Ce n'était pas de la manipulation de ma part. Ce n'était pas un piège que j'avais tendu. C'était simplement ce que ça avait toujours été, et qu'il n'avait jamais regardé. Le lendemain matin, Sophie me rappela avec une information supplémentaire. Il y a autre chose. Sa voix était posée, mais je sentis une légère inflexion, le ton de quelqu'un qui s'apprête à dire quelque chose d'important. Mes contacts ont fait quelques vérifications discrètes sur Thierry. Il semblerait que sa situation professionnelle soit moins stable qu'il ne le laisse paraître. Son poste de directeur commercial, celui qu'il occupe depuis 3 ans, est menacé depuis plusieurs mois. Des restructurations internes. Il n'en a apparemment rien dit à personne dans son entourage. Je laissais cette information se déposer tranquillement. Donc il perdait son poste. Et il comptait sur quoi exactement pour maintenir son niveau de vie? C'est la question. Sophie marqua une pause. Sur toi, Véronique, c'est la réponse la plus probable. Je raccrochai quelques minutes plus tard et restai assise au bord du lit, les mains croisées sur les genoux. Il m'avait traitée de dépendante, d'incapable, de quelqu'un qui serait à la rue sans lui. Et pendant ce temps, sans le savoir, sans vouloir le savoir, c'est lui qui construisait ses projets d'avenir sur ma stabilité financière. C'est lui qui avait besoin de moi comme d'un filet invisible, un filet qu'il n'avait jamais eu la curiosité ni la décence de regarder vraiment. La cruauté de ces mots, pendant toutes ces années, prenait maintenant une dimension différente. Elle ne venait pas de la force. Elle venait de la peur, de cet endroit fragile et mal éclairé en lui qui cherchait à me diminuer pour ne pas avoir à se regarder lui-même. Je me levai, allai jusqu'à la fenêtre. Paris était là, comme toujours, indifférente, magnifique, continue. Il restait encore 2 pièces à poser. Et la plus importante n'était pas encore arrivée. Le 5e jour, à l'heure où Paris commence à s'éclairer vraiment, cette lumière blanche et froide du matin d'hiver qui arrive par les fenêtres sans prévenir, mon téléphone sonna. Lucie. Je regardais l'écran pendant 2 sonneries complètes. Son prénom affiché sur fond noir. Ce prénom que j'avais prononcé des milliers de fois depuis l'enfance, en appelant dans le jardin de notre mère à Lyon, en chuchotant dans le noir lors de nuits où on n'arrivait pas à dormir, en riant à ces Noëls en famille dont j'avais gardé les photos. Ce même prénom qui, depuis 5 jours, avait pris dans ma bouche un goût que je ne reconnaissais pas. Je décrochai. La voix qui sortit de l'écouteur était méconnaissable, brisée, mouillée, celle de quelqu'un qui pleurait depuis assez longtemps pour que les larmes ne sortent plus vraiment, qui retient et qui lâche en même temps, qui cherche ses mots dans un brouillard. « Véronique, j'ai besoin de te parler. » J'attendis. Je ne dis rien pour l'aider. Je la laissai trouver ses mots toute seule. Il n'est pas ce que je croyais. Sa voix vacilla sur chaque syllabe. J'ai trouvé des messages dans son téléphone. Pour d'autres femmes, plusieurs. Et Véronique, il leur disait exactement les mêmes choses qu'à moi. Exactement. Les mêmes mots, les mêmes formules, la même façon de dire qu'elle était différente des autres, qu'elle était la seule qu'il avait vraiment envie de comprendre, qu'avec elle, tout était plus léger. Elle s'arrêta, reprit son souffle. Je n'ai jamais été spéciale pour lui. J'étais juste la suivante sur la liste. Le silence entre nous dura plusieurs secondes. Je l'entendis renifler doucement, reprendre son souffle avec cette façon qu'elle avait depuis toujours de tenter de se reprendre après avoir pleuré, en inspirant par le nez, lentement, comme si l'air pouvait remettre les choses en ordre. Et le loyer n'est pas passé ce mois-ci. J'ai appelé ma banque. Le virement a été annulé. La mensualité du master aussi. Et les 300 € mensuels, ils n'ont plus été virés.
Elle marqua une pause difficile. « C'est toi qui as annulé ?»« Oui. » Je dis simplement. Un silence. Long. « Tu avais annulé avant que j'appelle ?»« Oui. » Elle mit quelques secondes à absorber ça. J'entendis sa respiration changer, plus courte, plus tendue, ce moment où on comprend quelque chose qu'on ne peut plus faire semblant de ne pas comprendre. « Véronique, je suis désolée. » Sa voix se brisa à nouveau sur ce mot. « Je suis tellement désolée. Je n'ai pas d'excuses. Je sais que je n'en ai pas. Ce que j'ai fait n'a pas de nom acceptable. J'attendis encore. Je la laissai finir. Mais il faut que tu saches, il me traitait avec mépris depuis des semaines. Il avait commencé à me critiquer pour des choses insignifiantes. La façon dont je m'habillais, dont je parlais, dont je réagissais à des situations. Il me disait que j'étais trop sensible, trop naïve, que je ne comprenais pas les choses comme il fallait. Et quand je lui ai montré les messages que j'avais trouvés dans son téléphone, il n'a même pas nié. Il m'a regardé et m'a dit que j'avais mal interprété, que j'étais jalouse pour rien, que c'était mon problème. Sa voix se durcit légèrement, pas par colère contre moi, mais contre lui. C'était exactement ce qu'il te faisait à toi. J'ai compris ça en l'entendant parler. Et j'ai eu honte. Honte de ce que j'avais contribué à faire. Honte de ne pas avoir regardé de plus près ce qu'il était vraiment. Je pris une longue inspiration. Lucie. Je dis son prénom calmement, sans dureté ni douceur excessive. Ce qu'il t'a fait, c'est la même chose qu'il m'a faite. Ce n'était pas de l'amour, ni pour toi, ni pour moi. C'était un schéma, une façon d'être avec les gens qui se répètent parce qu'il n'en connaît pas d'autres. Tu n'étais pas différente à ses yeux. Tu étais simplement disponible, et moi, j'étais simplement là depuis assez longtemps pour être devenue un problème. Elle ne dit rien pendant un moment. Le problème n'a jamais été moi. Je continuais, et en disant ces mots à voix haute pour la première fois, quelque chose en moi se déposa. Quelque chose que je portais depuis des mois sans le nommer. Il n'a jamais été toi non plus, d'ailleurs. Le problème, c'est lui. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il répète avec toutes celles qui s'approchent assez près pour qu'il se sente autorisé à recommencer. Véronique, elle hésita. Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras... Non, je dis doucement, sans violence. Pas maintenant. Peut-être pas avant longtemps. Ce que tu as fait, ce que vous avez fait tous les deux, a brisé quelque chose que le temps seul ne recolle pas. Mais je ne veux pas te haïr, Lucie. Ce serait trop d'énergie dépensée pour quelqu'un qui mérite d'aller de l'avant. Elle pleura en silence pendant quelques secondes. Les virements resteront annulés. J'ajoutais, avec cette même douceur ferme. Tu es professeur, tu as un salaire, tu trouveras comment t'organiser. Nous avons toutes les deux à reconstruire quelque chose. Juste pas ensemble, pas maintenant. Je raccrochais avec soin. Posais le téléphone sur la table de nuit. Restais assise au bord du lit, les mains à plat sur les cuisses, à regarder la lumière bouger lentement sur le mur en face. Ce que cette conversation m'avait donné, ce que je n'avais pas prévu de recevoir, c'était une confirmation. Pas une consolation, pas une réconciliation, pas une explication qui changeait ce qui s'était passé, mais une confirmation. Le problème n'avait jamais été moi. Pendant des mois, Thierry m'avait dit que j'étais lourde, difficile, incapable, sans grâce, dépendante. Il l'avait dit devant sa famille. Il l'avait dit dans notre cuisine. Il l'avait dit lors de soirées où j'aurais dû être heureuse. Et une partie de moi, une partie petite mais tenace, comme une fissure dans une fondation qu'on fait semblant de ne pas voir, avait commencé à y croire. Mais Thierry disait les mêmes choses à d'autres femmes. Il avait commencé à les dire à Lucie. Il les dirait à la prochaine, et à celle d'après. Parce que ce n'était pas une observation sur moi, c'était son fonctionnement. C'était la seule façon qu'il connaissait d'occuper l'espace auprès de quelqu'un, en le rétrécissant jusqu'à ce que l'autre se croie incapable de tenir debout sans lui. Je n'avais jamais été incapable. J'avais simplement cru quelqu'un qui avait intérêt à ce que je le croie. Ce soir-là, je commandai une bouteille de bon vin au room service. Un Bourgogne que j'aimais depuis longtemps, que j'avais rarement ouvert ces dernières années parce que Thierry préférait les Bordeaux et que j'avais pris l'habitude de m'adapter. Je le bus seul, au bureau, en travaillant sur les plans d'un nouveau projet qui venait d'arriver, une résidence privée en banlieue parisienne,
avec un client qui me laissait une liberté totale sur les lignes et les matériaux. Je travaillais jusqu'à tard, concentrée, précise, avec ce plaisir calme du travail bien fait qui n'a pas besoin d'être vu pour exister. Il restait une dernière chose à faire, une seule. Le matin du 6e jour, je me réveillais avant l'aube. Paris dormait encore, ce silence particulier des grandes villes quand la nuit n'est pas tout à fait terminée, quand les rues sont vides et que les lumières des réverbères semblent plus douces, comme si elles aussi attendaient quelque chose. Je restais allongée, sans bouger, les yeux ouverts sur le plafond de la chambre, et je pensais à tout ce qui s'était passé en moins d'une semaine. Je pensais à la nappe tachée de jus d'orange. Je pensais aux 5 € jetés sur la table. Je pensais à la façon dont Thierry avait dit, avec ce calme clinique qui faisait plus mal que n'importe quelle colère, qu'elle était bien meilleure que moi en tout. Qu'elle était plus légère, plus joyeuse, plus facile à vivre, que j'étais un poids, un problème, quelqu'un dont on se débarrasse avec un billet froissé et 2 jours de délai. Je pensais à toutes ces soirées en famille où j'avais souri alors que j'aurais voulu me lever et partir. À toutes ces nuits où je m'étais dit que ça allait passer, que c'était une phase, que l'homme que j'avais aimé reviendrait. À toutes ces fois où j'avais plié mes propres désirs en 2, en 4, en 8, jusqu'à ce qu'ils ne prennent plus de place, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le silence sans faire de bruit. Et puis je pensais à la porte que j'avais fermée avec douceur, à la valise en cuir marron dans le couloir, à ma propre voix, calme et posée, qui avait dit « J'ai vu les messages ». Je me levais, allais jusqu'à la fenêtre. La ville commençait à peine à bouger, les premières livraisons, un taxi qui traversait la rue en bas, une lumière qui s'allumait dans un appartement d'en face. La vie recommençait, comme elle recommençait chaque matin, indépendamment de ce qu'on avait traversé la nuit. Je m'assis au bureau, ouvris mon ordinateur, et je rédigeais le dernier message. Un seul, court, définitif. Je créai un groupe avec les 2 numéros, Thierry et Lucie. Je le nommais simplement, aucun titre. Je tapais les mots lentement, en les relisant à mesure que je les écrivais, en m'assurant que chaque terme était exactement celui que je voulais. Je vous ai tout donné, l'amour, la loyauté et la confiance. Vous avez échangé tout ça contre une illusion. Je vous souhaite d'être très heureux avec ce que vous avez construit. J'envoyais. Je quittais le groupe immédiatement. Je posais le téléphone sur le bureau, face retournée, et je ne le repris pas. 3 jours plus tard, j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle avec une valise, pas celle en cuir marron de Florence, mais une nouvelle que j'avais achetée la veille dans une boutique du Marais. Légère, pratique, couleur caramel. Une valise qui n'avait pas d'histoire, une valise qui n'appartenait qu'à ce qui venait. La procédure de divorce était entre les mains de Sophie. L'appartement resterait à mon nom. Les documents ne laissaient aucune ambiguïté. Le contrat prénuptial ferait le reste. Thierry n'avait rien à réclamer, et les preuves d'infidélité rendèrent sa position encore plus fragile. Sophie avait été claire. Ce serait long, ce serait parfois pénible, mais le résultat ne faisait pas de doute. J'avais choisi Dubaï, pas parce que je fuyais quelque chose. Je veux être précise sur ce point, parce qu'il m'importe d'être précise. Je ne partais pas en fuyant. Je partais parce que j'avais travaillé sans interruption depuis l'âge de 22 ans. Parce que j'avais construit quelque chose de solide et de réel. Et parce que je n'avais jamais pris le temps d'aller quelque part simplement parce que j'en avais envie. Dubaï, parce qu'une collègue architecte m'en avait parlé lors d'un congrès professionnel l'année précédente. L'architecture y était extraordinaire, m'avait-elle dit. Une ville entière construite comme un défi permanent à la gravité et aux conventions. Et parce que la lumière y était différente de la lumière de Paris en hiver. Parce que j'avais besoin d'une lumière différente. Je me souviens de ma première matinée là-bas. La chaleur en sortant de l'hôtel, cette chaleur sèche et directe qui n'existe pas à Paris, qui pose les mains sur vos épaules dès que vous franchissez la porte. Le ciel d'un bleu sans nuages, d'un bleu qu'on n'obtient qu'en hiver dans les pays chauds, un bleu généreux. Les palmiers le long du boulevard. L'eau du Golfe au loin, calme et brillante comme du métal poli. Je marchais le long de la marina pendant 1 heure, sans destination précise, avec juste mon téléphone dans la poche et un café que j'avais pris à emporter dans un gobelet que je tenais à 2 mains. Je regardais les bateaux.
Je regardais l'architecture des immeubles qui bordaient en l'eau. Audacieuse, souvent excessive, parfois géniale. Je notais des détails dans mon téléphone, une ligne de façade, un jeu d'ombre, un matériau que je n'avais jamais utilisé. Je m'installais finalement dans un café en terrasse, face à l'eau, commandai un autre café, sortis mon ordinateur pour réviser les plans du projet parisien que j'avais emporté. C'est là qu'il s'assit à la table voisine. Un homme d'environ 60 ans. Discret, bien habillé sans ostentation, les cheveux gris coupés courts. Il lisait un livre, un roman français, ce qui me surprit légèrement dans ce contexte. Il le tenait avec soin, comme quelqu'un qui respecte les objets qu'il utilise. Il remarqua les plans ouverts sur mon écran, leva les yeux vers moi. Pas avec insistance, pas avec cette façon de regarder qui demande une permission qu'on n'a pas accordée. Juste une curiosité directe et simple. « Vous êtes architecte ?» Oui. Il ferma son livre avec soin. Sourit, le genre de sourire qui n'a pas besoin de se justifier. Je travaille dans la construction depuis 30 ans, mais je n'ai jamais appris à lire correctement un plan comme il faut. Il hésita une seconde, avec une politesse qui semblait naturelle et non calculée. « Est-ce que vous accepteriez de m'expliquer ce que vous regardez ?» Je le regardais un moment. Cet homme ne savait rien de moi. Il ne savait pas ce que j'avais traversé la semaine précédente. Il ne savait pas que j'avais fermé une porte avec douceur et ouvert une valise neuve pour venir jusqu'ici. Il ne savait pas que pendant 7 ans, quelqu'un m'avait dit que j'étais un poids, et que ce quelqu'un vivait maintenant dans une réalité financière qu'il n'avait pas vue venir parce qu'il n'avait jamais regardé. Il ne savait rien de tout ça. Il voulait juste comprendre comment on lit un plan. « Oui », je dis, et je tournai l'ordinateur vers lui. Je ne sais pas ce que cet homme représentera dans ma vie. Je ne sais pas si cette conversation en terrasse face à l'eau deviendra autre chose qu'une belle matinée dans une ville lumineuse. La vie ne se raconte pas à l'avance. Je l'avais appris à mes dépens, et d'une façon que je n'aurais pas choisie. Mais je sais ce que je suis. Je suis une femme de 55 ans qui a construit seule, qui a aimé sincèrement, qui a gardé le silence quand elle aurait pu crier, et qui, quand le moment est devenu, a posé chaque pièce avec la précision de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle fait. Je suis une architecte. Je construis des structures pour résister au poids. Et 5 €, ces 5 € jetés sur une nappe tachée de jus d'orange par un homme qui n'avait jamais vraiment regardé ce qu'il avait, ne peuvent pas acheter ce que j'ai bâti. Ils ne pouvaient pas l'acheter. Ils ne le pourront jamais.